Aujourd'hui, on s'entretient avec coach Marc Loranger, entraîneur-chef des Condors du Cégep Beauce-Appalaches. Coach, comment ça va? Hey, ça va bien, ça pourrait pas aller beaucoup mieux, bien honnêtement. Ouais, là, on vient de dater notre podcast. Là. Je pense que tout le monde va savoir que ça s'est fait après votre victoire de samedi soir. Félicitations, première des choses, pour ta saison parfaite, en fait. Oui, Hein? tout à fait, c'est ça. Je dis souvent au football, là, il n'y a pas de partie parfaite parce qu'il y a trop de jeux, il y a trop de joueurs, il y a trop de gens impliqués. Ça ne sera pas parfait. Mais il y a une chose au football qui peut être parfaite, c'est une saison. C'est-à-dire que tu n'as pas perdu, ben, tu as une saison parfaite. Puis on peut s'en vanter. Mais honnêtement, trop souvent, dans le sport, c'est difficile, ça peut être cruel. Mais là, on peut dire, ouais, on l'a accompli, puis c'est un fait rare. Parle-nous de ton équipe de cette année, de tes joueurs, comment c'était, comment est-ce que tu la caractériserais, cette équipe-là? Une équipe qui n'abandonne pas, une équipe qui va tout faire pour gagner, justement, qui est dans le cadre des règles, évidemment. Là. Mais comme je le dis souvent, ce n'est pas une équipe qui souhaite gagner, c'est une équipe qui n'accepte pas de perdre. Puis il y a une grande différence. Encore Il y a une une fois, nuance. Ah, il y a une tu nuance. choisis de ne pas perdre, tu vas faire tout ce qu'il faut pour gagner. Tu souhaites gagner, ben, tu espères peut-être que ça arrive pratiquement par accident. Et la pensée positive, moi, je dis non, non. C'est pas la pensée positive, c'est se relever les manches, se mettre au travail, travailler avec ses coéquipiers, travailler avec ses entraîneurs, travailler pour les autres, un élément essentiel, être prêt à en donner plus que d'en recevoir. Puis ça, puis réunir des gens qui sont prêts à faire ça ensemble. Puis ça, c'est la qualité du vestiaire qu'on avait cette année. Des gens qui étaient prêts à le faire les uns pour les autres, puis des gens qui n'abandonnaient pas, puis surtout qui étaient prêts à faire ce qu'il fallait pour avoir du succès, non pas prétendre qu'on va le faire. C'est plutôt le faire, justement. Hey coach, il n'y a pas peu de dire, là. Ça fait longtemps que tu roules ta bosse dans le football au Québec et au Canada même aussi. Là. Tu as passé du temps à des Maritimes également. Qui est Marc Loranger et puis quelle culture il amène au Condor? Passionné de football, ça c'est sûr. Puis quand je dis football, c'est pas rien que les X's and O's, comme on dirait en anglais. Là. Même si c'est un élément bien important pour moi, parce qu'honnêtement, je suis entraîneur-chef, mais je suis un entraîneur-chef jusqu'à certains points par obligation. Parce que moi, j'aime travailler avec les joueurs, j'aime l'élément stratégique du football, j'aime les éléments techniques du football. Ça me passionne. Mais en même temps, quand je regarde les expériences qu'on a vécues cette année, puis d'où on venait comme programme aussi, il y a le côté humain des choses aussi qui me fait vivre des sensations fortes. Ça n'arrive pas assez souvent. Mais là, le bonheur de nos joueurs que j'ai vu en cours de saison, puis sur leur visage, ça, tu ne vois pas ça continuellement parce qu'il y a des moments plus difficiles dans le sport. Ouais. Cette année, ça nous est arrivé semaine après semaine. Puis ça s'est terminé avec un point d'exclamation parce qu'on a remporté un championnat. Ça, c'est une des choses dont je leur parle aussi. C'est un match qu'on veut remporter, qu'on a une saison où on a du succès ou qu'on a une saison difficile, tu ne veux pas perdre la dernière partie que tu joues. Dans une saison difficile, tu remportes la dernière, au moins tu dis, bon, on se dirige vers quelque chose de mieux, puis ça fait du bien. Mais quand tu as eu beaucoup de succès, comme on en a eu cette saison, honnêtement, ça m'aurait brisé le cœur pour les joueurs qui sont là depuis longtemps, ceux qui terminaient leur passage avec les Condors. Si on avait perdu samedi dernier, on ne pouvait pas. À mes yeux, on n'avait pas le droit. Il fallait que je m'assure que ça ne se produise pas. Puis évidemment, moi, je ne joue pas, mais il fallait que je les convainque de l'importance du moment, puis de saisir l'opportunité qu'on avait. Parce que dans le sport, puis au football particulièrement, c'est un match. Là. On n'est pas dans des séries de 3 de 5 ou de 4 de 7. C'est maintenant qu'il faut le faire. Puis j'ai vécu le contraire. J'ai vécu des situations où tu es dans un match de championnat, où je pensais qu'on avait la meilleure équipe des deux. Mais on a perdu un match. Je pense à un match en particulier où on a eu 11 revirements contre nous autres dans ces conditions-là. Tu ne penses pas gagner. Mais pourtant, on avait perdu un match serré qu'on aurait pu remporter, qu'on aurait dû remporter. Wow. Mais les revirements ne nous ont pas permis de le faire. Puis, quand je pense à ça, ce n'est pas des reproches à des joueurs que j'aurais adressés. Il n'y a pas personne qui faisait exprès. À ce moment-là, c'est arrivé. Puis je voulais évidemment que ça ne se produise pas, mais je voulais les sensibiliser que ça peut se produire, ces choses-là. Fait que si ça commence, il va falloir y mettre un frein. Donc, soyons prêts mentalement à ces situations-là, disons, on va trouver une solution. Et non pas, on se regarde, puis qu'est-ce qui se produit, puis on l'accepte. Encore une fois, c'est pas accepter de perdre. Ça, c'est notre mot d'ordre. Coach, le Cégep Beauce-Appalaches à Saint-Georges, évidemment, dans la région Chaudière-Appalaches.
Parle-nous de la vie étudiante là-bas, les installations auxquelles les étudiants ont accès. Ouais. Euh, Les gens ne se rappellent peut-être pas, parce que le cégep Beauce-Appalaches était à l'époque, je pense, peut-être aux années 1990, c'était le séminaire, c'était une institution privée. Oui, Le séminaire de Saint-Georges à l'époque. C'est devenu, je pense que c'est 90, là, ensuite, le cégep Beauce-Appalaches. Donc, c'est une ancienne institution privée, pas une grosse institution. Ici, on regroupe, au campus à Saint-Georges, on regroupe environ 1200 étudiants, peut-être un peu moins. Mais c'est un cégep, une institution qui a 3 campus. Il y en a un qui est à Lac-Mégantic, qui est un petit campus. Puis Lac-Mégantic, c'est environ 1 heure d'ici. Puis à Sainte-Marie. Sainte-Marie, c'est entre Saint-Georges et Québec, donc à environ 30 minutes d'ici, parce que Québec est à peu près 1 heure d'ici. Donc, il y a un autre campus qui est à Sainte-Marie aussi, qui prend de l'expansion aussi. Donc, c'est plus que ça, le cégep de Saint-Georges, de Beauce-Appalaches, pardon, c'est plus que le campus de Saint-Georges. Mais où sont nos opérations de football, disons? Les infrastructures de football, c'est à Saint-Georges-de-Beauce. À Saint-Georges, c'est une population d'environ 35 000 habitants. Puis le cégep, évidemment, prend beaucoup de place parce que sur le plan des institutions académiques, après les institutions scolaires, c'est le cégep-ci. Il y a un centre universitaire à l'intérieur du cégep aussi, mais c'est sous un même toit. Okay. Ça regroupe environ 1200 étudiants ici. Puis, ça a une longue tradition, évidemment, une longue tradition sportive. Mais l'institution aussi a choisi d'investir massivement là, dans les 4 dernières années dans le sport. On a maintenant là, des infrastructures qui sont de premier plan. Parmi les meilleures infrastructures, je dirais, dans le sport post-secondaire au Québec. J'ai inclus les institutions universitaires parce que moi, j'ai coaché pendant des années les institutions universitaires qui, selon moi, présentement, sont moins bien équipées que nous. Puis, c'est pour pointer le doigt à personne. C'est ça maintenant. Moi, je me compte chanceux aujourd'hui. Puis donc, des terrains naturels, il y a 2 terrains naturels. On joue sur un gazon naturel ici, qui est une surprise pour souvent nos adversaires quand ils se présentent ici, parce que partout où on joue, c'est une surface synthétique. Mais on a aussi une surface synthétique. Mais c'est là où on s'entraîne quand on va jouer à l'extérieur ou quand les conditions météo sont mauvaises. On a une salle de musculation qui a été inaugurée, ça va faire 2 ans en janvier, qui a été malheureusement peu utilisée à ces 2 premières années à cause de la pandémie. Yep. Et on a une salle de musculation qui est dédiée aux athlètes, qui a un investissement là, entre 2 et 3 millions de dollars qui a été fait là, sur ce plan-là, qui nous a permis d'amener en plus du personnel. Fait qu'on a maintenant un préparateur physique qui travaille avec toutes les équipes sportives, mais un de nos entraîneurs qu'on a pu engager aussi est un préparateur physique aussi, un gars qui a une maîtrise en kinésiologie, qui est aussi un de nos entraîneurs. Donc, on a 2 préparateurs physiques qui travaillent avec notre équipe, une salle de musculation auquel on a accès tout le temps. Donc, c'est la nôtre. C'est-à-dire que c'est pas... on a un programme d'entraînement, tu iras t'entraîner après les cours le soir. Nos joueurs s'entraînent le jour parce qu'on a ce qu'il faut, parce qu'on a un préparateur physique sur place, c'est leur travail. Donc, on est choyé sur ce plan-là. Puis, on a d'autres entraîneurs à temps plein au football. Je ne suis pas le seul entraîneur au football temps plein. Puis, on a nos entraîneurs qui est un enseignant ici au cégep, qui s'occupe de la supervision académique aussi de nos étudiants. Fait que vraiment, on réunit tout ce qu'on a de besoin dans le cadre du sport étudiant ici. Puis, on dit tout le temps, si les gens parlent de programme sport-études, on est ce qui ressemble le plus à ça au football collégial au Québec, probablement. Fait qu'aujourd'hui, là, on n'a rien à envier à personne au football collégial. Je veux rester dans l'académique 2 instants. Le cégep, les 3 campus qui composent le cégep, reconnus pour quelle technique ou quelle technique les plus souvent qu'on voit là, parmi les joueurs de football? Chez les joueurs de football, évidemment, il y a toujours les pré-universitaires parce que plusieurs ambitionnent d'aller faire du sport universitaire, des études universitaires. Les jeunes qui nous choisissent pour les programmes techniques, souvent, c'est le génie industriel, le génie civil aussi, parce que des infrastructures de premier plan, puis les groupes sont vraiment limités, là, des classes de 7, 8, 9, 10 étudiants au maximum, c'est vraiment spécifique. Oh. Après ça, dans les techniques administratives, on a beaucoup de nos joueurs qui s'y retrouvent aussi. Mais c'est particulièrement dans ces programmes-là, si je fais exception des programmes préuniversitaires. On a des programmes scolaires dans le coin. J'imagine qu'on fait du recrutement auprès de ces équipes-là et on va faire du recrutement à l'extérieur également aussi. Qu'est-ce qu'on offre comme installation, résidence, service pour les jeunes qui se préparent à déménager pour s'en aller chez vous?
Bien, ici, on retrouve tout ce qu'on trouve dans un grand centre à une plus petite échelle. Donc, à Saint-Georges, tu vas retrouver tout ce que tu vas avoir à Montréal. Moi, je suis de Montréal, mais c'est évidemment à une plus petite échelle. Ouais. Ensuite, au cégep, ben, on sait qu'on est un cégep de région, donc on pense à l'hébergement. Il y a des résidences là, dans l'édifice où se trouvent les locaux, les salles de classe. Il y a des résidences. Donc, nos joueurs, par exemple, nous, qui veulent habiter en résidence, habitent tous sur le même étage, puis sont à 30 secondes de la cafétéria, donc pour prendre un repas le matin avant que les cours débutent, ou ben, on sort du lit, puis 15 minutes plus tard, on est en classe. Donc, c'est vraiment avantageux. Nos terrains d'entraînement, la salle de musculation est au cégep, les terrains d'entraînement sont adjacents au cégep. Tout est à proximité, il n'y a rien de compliqué aujourd'hui. C'est ce qu'il y a de plus simple. Encore une fois, moi, je suis un Montréalais, puis j'ai étudié à Montréal, puis coaché à Montréal, où là, il faut se déplacer. La distance peut être de sembler ne pas être très grande, c'est vrai, mais c'est toujours plus compliqué. Tandis qu'ici, ben, je me déplace à pied, je suis au terrain en 30 secondes, ou à peu près, ou au terrain synthétique en 2 minutes, à la salle de musculation en 15 secondes, qui est à côté de mon bureau. Donc, puis pour les étudiants athlètes, ben, c'est la même chose. Prendre un repas le midi, ben, c'est encore une fois à 30 secondes. Tout est plus simple. Puis ça, c'est un gros avantage pour, pour moi et pour nos étudiants athlètes, il n'y a pas de doute. Ça donne une belle qualité de vie, hein, ouais. Exactement, parce qu'encore une fois, ce qui nous manque toujours, puis on le dit souvent comme coach, on manque de temps. Mais pour nos étudiants athlètes, c'est vrai aussi, parce qu'on sont en classe, là, on est exigeant sur le plan du temps qu'on leur demande. Ben, si je passe 1 heure en transport avant et après, ben, c'est 2 heures de ma journée que j'ai perdu. Tandis qu'ici, ça n'existe pas pratiquement. On parle de football. Oui. Comment est-ce que tu décrirais ta philosophie de recrutement? Ben, d'abord, il faut identifier qui a le potentiel de devenir un joueur qui veut être un bon joueur collégial. Puis ça, il y en a beaucoup. Il y en a un très grand nombre. Parce que, puis là, évidemment, les meilleurs, là, j'ai même pas besoin de... Tout le monde est capable de les identifier. Ça, c'est facile. Ensuite, ben, c'est de communiquer avec les entraîneurs, savoir, OK, qui est-ce qui a le désir d'être un bon joueur collégial parmi ceux-là. Ça élimine peut-être certains de ceux dont je parlais, qui semblent avoir tout ce qu'il faut, mais bon. Puis ça, par contre, élargit la base, peut-être, parce que là, c'est des joueurs que les gens vont peut-être pas remarquer tout de suite, mais qui sont passionnés puis déterminés, qui ont, à ce moment-là, à mes yeux, souvent, de grande qualité, puis une détermination qui se distinguent spécifiquement. Puis ceux-là, ben, souvent, c'est des joueurs qui, initialement, ne seront pas des joueurs de premier plan, mais qui, avec le temps, souvent, le deviennent. Parce qu'ils sont à bas âge, puis ils continuent de se développer. Puis souvent, ceux que tout le monde remarque, c'est ceux qui sont avancés sur le plan du développement physique, qui ont un peu plus de maturité. Mais à cet âge-là encore, il y a encore beaucoup de développement qui se fait chez les garçons. Puis ensuite, la détermination à dire « je vais être un meilleur joueur » peut avoir un grand impact sur ce qu'ils deviennent. Donc, moi, le bassin est large dans ce cas-là, mais c'est souvent sur la recommandation des entraîneurs qui connaissent ceux qui sont vraiment déterminés puis passionnés de football. Parce que ça demande de l'effort, ça demande du temps, ça demande de la détermination. Donc, ce n'est pas simplement, évidemment, là, ce qu'on peut identifier sur le terrain facilement et que tout le monde va reconnaître. Mais évidemment, ce qui n'est pas mesurable compte beaucoup pour moi. Au niveau de l'engagement maintenant, peux-tu nous décrire le nombre de pratiques par semaine que les Condors ont, le nombre d'entraînements en gymnase pendant la saison, séances vidéo et tout ça? De quoi ça a l'air pendant la saison? Puis de quoi a l'air ton programme off-season aussi? Oui, ben, ça ressemble au football universitaire. Bien honnêtement, moi, je viens du football universitaire. J'ai passé plus de 20 ans au football universitaire. Puis je suis sûr que ça continue de se développer, puis change la façon de faire. Mais en temps, ça ressemble beaucoup. Après, puis je leur dis tout le temps, ce qu'on vous demande de faire, c'est-à-dire où tu n'as pas le choix, c'est le minimum. Puis là, ben, chez nous, on parle de quoi? En saison, on est au football 6 jours sur 7 pour les joueurs. Les coachs, 7 jours sur 7. Ça veut dire quoi? Ben, si on a joué le samedi, par exemple, ben, la seule journée de congé que nos joueurs ont, c'est le dimanche. Ils ont joué le samedi. Le lundi, on est de retour en classe. Puis on fait un retour sur le match précédent, évidemment. Donc, ça se passe surtout en classe. On pourrait aller sur le terrain, mais ça serait léger parce qu'on veut que nos joueurs récupèrent. C'est un élément essentiel. On veut être le plus frais possible le samedi suivant. Mais il y a du travail à faire quand même. Il y a au moins 2 heures d'investi de leur part le lundi quand même. Au moins. Mardi, mercredi et jeudi sont nos 3 journées de préparation. Fait qu'à chaque jour, nous, après les cours se terminent à 5h15. À 5h20, on est en classe. Puis on a une réunion d'unité spéciale.
Puis ensuite, on a les réunions offensives puis défensives. Puis ensuite, on est sur le terrain pour 2 heures environ, de 7 heures à 9 heures tous les jours, c'est comme ça. Puis le vendredi, on est de retour en classe brièvement pour faire un retour sur les diverses unités spéciales de personnel, parce qu'il y a eu des blessures en cours de route. Puis les stratégies des unités spéciales particulièrement. On va sur le terrain ensuite le vendredi. C'est évidemment léger. On n'a pas les épaulettes. On y va léger. Mais on a, en anglais, je dirais un mock game. On reproduit des situations. On appelle des situations. Les joueurs vont sur le terrain, les unités spéciales, mais des situations offensives, défensives aussi, pour s'assurer qu'on a le bon personnel en tout temps. Puis des situations qu'on ne voit pas nécessairement beaucoup en cours de semaine. Par exemple, je pense aux divers bols d'or. C'était vu les bols d'or du vendredi soir, le kickback. Accorder le rouge, pas accorder le rouge, comment faire. On fait ça tous les vendredis. Nice. Entre autres. Puis il y a d'autres situations comme celle-là qu'on voit dans le cadre de ces entraînements-là. Puis ensuite, nous, les vendredis, on veut finir tôt. Fait que c'est plus tôt aussi parce que les courses se terminent plus tôt pour nous autres. Donc, au lieu d'être 5h15 où ça se termine, c'est 4h20. Donc, 4h30, on est en meeting. 5h, on est 5h, 5h10, on est sur le terrain. À 6h, on a terminé. Donc, c'est bref pour eux, c'est léger, mais ils ont bougé quand même. Puis après, nous, on va voir des matchs dans notre région, entre ici, là, puis les Trois-Rivières. On se répartit la tâche, puis on va voir des matchs les vendredis soirs. Puis, évidemment, puis la roue tourne, ça reprend le samedi. Un match, puis c'est le cycle. Il y a aussi 2 entraînements semaine. Ils doivent aller en musculation au cours de la journée. OK. Entre le lundi et le jeudi, pas plus tard que le jeudi, parce qu'évidemment, on ne veut pas qu'ils soient en salle de musculation les vendredis. Donc, ils doivent aller en musculation en saison 2 fois semaine aussi. C'est des périodes supervisées pour nos joueurs. Ils ne sont pas là tous en même temps, parce que c'est en fonction de leur horaire. Donc, on a toujours une dizaine de joueurs qui sont là en même temps au cours de la journée, du lundi au jeudi, donc à 2 reprises pendant la saison. Fait que ça, c'est un peu ce qui, pas un peu, mais ça ressemble à ce qui se passe là, en saison pour avoir des modifications parce que ça arrive qu'on joue un vendredi soir ou qu'on joue un dimanche, mais l'horaire s'adapte en fonction de ça. Mais il y a quand même du football 6 jours semaine en saison. Puis hors saison, on a de la préparation physique, parce que c'est là l'élément essentiel. La grande différence entre nos joueurs de première année et nos joueurs finissants, c'est c'est des adolescents, 2, c'est des hommes. C'est ceux qui terminent. Il y a un âge, il y a une différence. Puis 2, ils sont devenus des hommes, pas rien qu'en vieillissant, mais aussi à l'entraînement. Il y a une différence sur ce plan-là. Donc, c'est là qu'on investit la grande partie du temps investi avec les joueurs hors saison, c'est dans la préparation physique. Il y en a qui aiment faire beaucoup de football l'hiver quand même. On en fait, nous, en classe. On en fait un peu en terrain ou en gymnase, mais léger, parce qu'on veut, les garder en santé, puis pour s'entraîner, il faut être en santé. C'est l'élément essentiel. Puis pour qu'ils se développent réellement, pour qu'ils soient prêts pour l'automne prochain, pour qu'ils puissent compétitionner réellement, ils vont compétitionner contre les joueurs les plus matures des autres équipes. On veut qu'ils aient gagné en maturité physique, puis qu'ils soient développés physiquement. Fait que si on investit beaucoup de notre temps dans la musculation, donc là, c'est 4 à 5 entraînements semaine, des périodes d'1h30 à 2 heures. OK. Wow. C'est comme ça que ça se passe l'hiver. Puis évidemment, là, dans les phases de recrutement, on a aussi en février là, des pratiques ouvertes. Généralement, on en organise 2. Ouais. Des joueurs recrues potentiels qui nous considèrent avant le 1er mars, c'est pour ça qu'on fait ça en février, avant qu'il y ait à faire une demande dans les cégeps. On organise généralement 2 événements où les jeunes de l'extérieur peuvent participer à ces événements-là, des pratiques. On apprend à mieux les connaître de cette façon-là. Ils apprennent à mieux nous connaître, à mieux connaître nos entraîneurs, mieux connaître l'atmosphère qui règne autour de l'équipe aussi. Puis évidemment, nos joueurs y participent aussi parce que ça fait partie du tout. C'est pas rien qu'une évaluation de recrues. C'est de l'information pour les recrues, puis c'est de l'information pour nous en même temps dans l'observation des recrues autour de notre équipe. Je pense que tout le monde fait ça aussi là, en février. Oui, pas mal, selon ce que les autres ont répondu. Oui. En termes de recrutement, on recherche quoi comme position pour 2022 là, à remplir chez vous? Oui, il va y avoir des recrues qui vont jouer probablement pour nous, particulièrement en défensive, mais les meilleurs joueurs jouent. Moi, je ne me pose pas la question à savoir ça fait combien d'années, ce n'est pas l'ancienneté, c'est ce que tu peux faire pour le programme quand tu es sur le terrain. Puis, je te le disais, les jeunes joueurs, puis je les aime bien, les jeunes joueurs, mais ils ne sont pas tous prêts à jouer tout de suite. Ils souhaitent tous jouer, mais quand je te dis souhaiter, puis dire refuser de ne pas jouer, c'est 2 choses. C'est-à-dire que souvent, ils ne sont pas prêts physiquement. Et les gens peuvent dire « Oh, tu as une équipe de Division 3 », puis quand les entraîneurs me parlent de joueurs de Division 3,
Ils pensent peut-être à des joueurs pas prêts physiquement, justement, puis qui sont moins talentueux un peu. Pour moi, des joueurs de Division 3, les meilleurs joueurs de la Division 3, c'est des joueurs qui vont jouer universitaire, puis plusieurs d'entre eux vont jouer professionnel. Fait qu'on ne parle pas de la même chose. Puis c'est ceux-là qu'on a. Puis ceux qui ne sont pas prêts, ils ont à faire du travail physique. Donc, oui, il va en avoir parce qu'on perd de très bons joueurs en défensive. Okay. Donc, je pense que je vais avoir quelques joueurs qui vont pouvoir jouer à leur première année en défensive. On va potentiellement en avoir à l'attaque aussi, mais ça va, si c'est vrai, honnêtement, ça va être des joueurs spéciaux. Parce qu'on perd peu de gens à l'attaque, mais ça ne nous empêche pas de recruter très activement parce qu'on veut être un programme d'élite année après année. C'est ça. Toi, tu me parles de court terme la saison prochaine. Moi, je n'aime pas penser à des joueurs recrues en fonction de la saison prochaine. Parce que je dis souvent, c'est pas avec des recrues que tu gagnes, c'est avec tes joueurs les plus matures que tu gagnes. Mais il y a de temps à autre des recrues qui font une différence pareille. Fait que j'y crois, je suis conscient de ça. Puis je ne suis pas fermé à cette idée-là, bien au contraire. J'ai souvent eu des recrues sur le terrain. Et malheureusement, c'était peut-être dans les saisons où j'ai eu moins de succès. Par contre, à leur deuxième, troisième saison, ces gars-là devenaient des joueurs d'élite quand même. Et voilà. Mais encore une fois, je ne pense pas qu'on va avoir des besoins urgents, mais on va en avoir probablement qui vont être sur le terrain en position de secondaire. Je ne serais pas surpris d'avoir des joueurs en uniforme sur la ligne défensive, certainement. Puis d'en avoir, s'ils sont sur la ligne défensive, puis c'est des recrues, ils vont sûrement être en rotation. Puis ça fait partie de notre philosophie. Sur la ligne défensive, on va avoir des joueurs frais tout le temps. Ouais. Donc, tous les joueurs de ligne défensive qu'on a en uniforme, ils jouent tous. Chez le secondaire, comme tu as dit, probablement, je vais avoir besoin d'une recrue, peut-être même deux, sur le terrain assez rapidement. Chez demi-défensif aussi. Donc, en défensive, oui. À l'offensive, il y a du talent sur la ligne dans notre région, on le sait. Puis, on a eu cette année une ligne offensive qui a eu la difficulté sur le plan de garder les joueurs en santé avant même que la saison débute. Donc, en nombre, on a besoin d'améliorer notre profondeur. Puis on sait qu'on va faire jouer des jeunes joueurs quand même. Mais il y a des joueurs qui ont été blessés cette année, qui n'ont pas joué, qui vont être de retour. Donc, ça va nous permettre peut-être d'avoir une certaine profondeur. Au poste de quart, tu me parlais avant qu'on débute, là, le poste de quart, le poste de receveur, le porteur de ballon. C'est des joueurs que les gens ont peut-être remarqué, mais c'est des joueurs qui, normalement, en seraient à leur deuxième saison, mais ils jouaient leur première saison de football collégial, puisqu'on n'a pas eu de saison, la saison 2020. Mais ils ont une saison de plus à faire la saison prochaine. Par contre, moi, comme je l'ai dit, on a eu du succès cette année. On espère en avoir l'année prochaine. Puis, c'est ça, moi, c'est pas demain, puis c'est pas juste l'année prochaine. L'année d'après, si on a du succès l'année prochaine, on va vouloir en avoir encore. Puis ça va être avec des joueurs de deuxième année, probablement qu'on va en avoir à ce moment-là, parce que, le carrière va être parti, plusieurs de nos receveurs vont avoir quitté. Le porteur de ballon, la même chose, la ligne offensive, va être à refaire. Mais refaire avec des joueurs, j'espère qu'ils vont déjà être avec le programme. Donc, je ne m'attends pas à ce qu'il y ait une tonne de jeunes joueurs, c'est-à-dire recrues qui jouent continuellement à l'offensive. Plus en défensive, c'est vrai. Ouais. OK. Quel message envoies-tu à ceux qui, à partir du 22 novembre, sont éligibles à se faire recruter? D'abord, il faut que tu connaisses toi-même qu'est-ce que tu recherches. Moi, je dis souvent, avant que tu choisisses un programme, tu es un client. Chaque programme et institution deviennent un produit. Tu dois identifier ce que ces produits-là offrent. Pas t'offre, mais offre, dans le sens où, mais c'est pas, quand je dis offre, les joueurs utilisent ce terme-là souvent, là, ne parle pas de rien en retour, on te donne quelque chose, c'est ce qu'ils sont, comme programme académique, genre d'institution. Moi, je ne suis pas une institution urbaine, par exemple, ici, c'est une institution au milieu, c'est une ville de 35 000 habitants qu'on est à 1 heure de Québec à peu près. C'est ça. Si je suis une institution de Montréal, on parle de deux choses complètement différentes. Une institution où tout le monde se connaît. Les gens se saluent dans les corridors, disent bonjour continuellement parce que tout le monde se connaît, enseignant comme étudiant. Ça nous distingue particulièrement. Une institution avec les infrastructures, une institution où on veut faire du sport de haut niveau. L'institution nous a donné ça comme mandat, nous a donné les outils de le faire, mais aujourd'hui, ayant les outils, il faut le faire. Donc, on a des exigences envers nos étudiants athlètes. Ça, c'est un élément essentiel. Puis, tous les outils sont en place. Donc, on veut continuer ce qu'on a établi cette année, l'année prochaine, puis l'année suivante, puis ainsi de suite. On veut que ça se perpétue.
C'est bien important pour nous autres. Puis l'institution, comme je te dis, l'institution investit dans le football en particulier, mais oui. pas uniquement. On a un programme de hockey junior 3 qui est ici maintenant. C'est un gros investissement dans le sport aussi. Puis on a des joueurs, j'en ai un au football, là, qui jouent aussi au hockey. Aussi, ouais. Plusieurs de nos athlètes ici, ça c'est une autre chose qui nous distingue, je pense. On permet à nos athlètes de faire plus qu'un sport. Puis au hockey, c'est difficile parce que là, c'est tout sur toute l'année. Mais il y a des compromis qui se font de part et d'autre dans ce cas-là. Puis ça fonctionne parce qu'on s'entend bien avec l'entraîneur du programme de hockey. Puis c'est ce qu'on veut offrir à nos étudiants athlètes qui nous choisissent. Mais j'en ai plusieurs qui font aussi du basketball puis du volleyball, par exemple. Ça, c'est particulier à notre programme, je pense. On l'encourage parce que je pense à nos meilleurs joueurs. La plupart d'entre eux font plus qu'un sport. Puis je pense dans le passé, j'ai un joueur présentement que j'ai coaché ici qui est dans NCA. Ben, lui, ici, il joue au football, mais il joue au basketball aussi. C'est un joueur de ligne offensive dans NCA aujourd'hui. Il va sûrement jouer professionnel un jour. Rien mais le sport, c'est une bonne chose, on y croit. Coach, merci beaucoup pour ton temps aujourd'hui. Encore une fois, très apprécié. Un plaisir de te parler. Et je te souhaite une très belle entre-saison, recrutement et saison morte. Puis on se reparle bientôt. Je te remercie, Chuck. Ça m'a fait plaisir. Merci.